Bonjour à tous, je suis Sarah Stabler, infectiologue au CHR de Lille et aujourd'hui, dans le cadre de la webconférence de la filière, nous allons parler de la vaccination des patients atteints de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires qui reçoivent des traitements par corticoïdes, immunosuppresseurs ou biothérapie. Je vous propose de commencer par un petit rappel de vaccinologie avant de parler des différentes recommandations pour cette population spécifique et d'aborder des questions plus pratiques sur les indications supplémentaires, l'impact de la vaccination sur la maladie sous-jacente et des traitements sur la réponse vaccinale. Les vaccins sont donc des préparations antigéniques qualifiées d'immunogènes puisqu'ils sont capables d'induire artificiellement une réponse immunitaire adaptative spécifique de l'antigène et protectrice puisque cette réaction immunitaire va conférer aux patients vaccinés une protection à long terme contre la maladie infectieuse due au micro-organisme dont est issu l'antigène. Quels sont les acteurs de l'immunité nécessaires pour le fonctionnement des vaccins? Il faut d'abord des cellules présentatrices d'antigènes qui vont pouvoir capter les antigènes issus du vaccin pour les présenter aux cellules de l'immunité adaptative. D'une part, les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes B qui vont proliférer, maturer et se différencier en cellules B mémoire ou cellules productrices d'anticorps. Et d'autre part, les lymphocytes TCD8 qui vont pareillement proliférer et se différencier en cellules TCD8 effectrices ou cellules TCD8 mémoire. Depuis ce principe immunologique, rien n'a changé à part la formulation de l'antigène vaccinal et sa manière de l'apporter dans l'organisme. Donc depuis le premier vaccin contre la variole, qui était un vaccin vivant atténué, jusqu'au dernier vaccin, dont le vaccin SARS-CoV-2 avec une technique vaccinale d'ARN messager. Pour simplifier, on peut avoir en tête 3 grandes catégories de vaccins. Les vaccins vivants atténués, avec pour exemple le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, la varicelle, la fièvre jaune ou le BCG. Ces vaccins confèrent une très bonne réponse immunitaire, rapide et très prolongée dans le temps. La problématique est leur contre-indication pour les personnes immunodéprimées, puisque le risque est la survenue d'une maladie vaccinale, donc une maladie infectieuse directement liée à la souche du micro-organisme présent dans le vaccin. Il y a deuxièmement les vaccins non vivants avec des techniques différentes qui sont représentées par le vaccin contre le tétanos, le zona, la grippe ou le pneumocoque par exemple. Ces vaccins nécessitent des schémas vaccinaux avec plusieurs injections et parfois des adjuvants pour une activation suffisante du système immunitaire pour conférer la réponse protectrice. Il n'y a pas de contre-indication à ces vaccins sauf exception et pas de contre-indication en cas d'immunodépression. Et enfin, les vaccins à ARN messager représentés par le vaccin anti-SARS-CoV-2 qui n'a non plus pas de contre-indication en cas d'immunodépression. Donc, quelles sont les recommandations pour les personnes atteintes de maladies dysimmunitaires? La première chose à avoir en tête est que ces patients ne sont pas seulement atteints d'une maladie immunitaire. Premièrement, ils ont un certain âge et cet âge peut représenter en lui-même une indication à certaines vaccinations qui sont donc recommandées en population générale. Ils peuvent également présenter d'autres comorbidités comme une maladie respiratoire, une maladie cardiaque qui peut elle-même être une indication vaccinale. Et ils présentent donc leur maladie dysimmunitaire avec les recommandations spécifiques et les traitements immunosuppresseurs qui peuvent représenter des contre-indications à la réalisation de certains vaccins. Nous allons en reparler. Donc, comment fonctionnent les recommandations? En France, la politique de vaccination est établie par le ministère de la Santé et proposée à partir des recommandations de la Commission technique de vaccination, qui est une entité de la Haute Autorité de Santé. Ces recommandations vaccinales sont mises à jour de manière annuelle et publiées donc chaque année dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Vous avez sur la diapo une représentation du calendrier simplifié de 2025 qui reprend les recommandations vaccinales en population générale en fonction de l'âge. Dans les versions complètes, vous avez les recommandations pour les populations spécifiques. Concernant les immunodéprimés, il y a effectivement les recommandations françaises, mais il y a des recommandations qui peuvent émaner de plusieurs pays, notamment des recommandations américaines, canadiennes, européennes ou françaises, qui datent d'il y a une dizaine d'années et qui, pour les américaines et canadiennes, ont été mises à jour très récemment. Les recommandations européennes et françaises sont attendues dans les années qui viennent. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de ces recommandations sont globalement concordantes.
correspondent à, par rapport à la population générale, une vaccination anti-grippe et anti-Covid chaque année ou tous les 6 mois, nous allons en parler, une vaccination contre le pneumocoque, une vaccination contre le zona et une contre-indication plus ou moins absolue à la réalisation des vaccins vivants. Donc, je vous propose de balayer l'ensemble de ces recommandations vaccinales avec les nouveautés récentes. Donc, concernant la grippe, pour les personnes immunodéprimées, elles doivent être vaccinées chaque année au début de la saison épidémique autour du mois d'octobre avec le vaccin disponible. Néanmoins, il existe deux formulations vaccinales supplémentaires, à savoir un vaccin haute dose qui était quadrivalent et qui a été reformulé en trivalent et un vaccin adjuvanté. Il n'y a pas de recommandation particulière de ces vaccins haute dose ou adjuvantés pour les immunodéprimés. Néanmoins, il existe un essai randomisé suisse et espagnol qui a étudié ces vaccins dans des populations d'immunodéprimés non maladie immunitaire, mais transplantés d'organes solides, avec une randomisation en 3 bras, le vaccin classique, le vaccin haute dose ou le vaccin adjuvanté. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est une augmentation de l'immunogénicité, donc de la réponse immunitaire au vaccin, en cas d'administration d'un vaccin haute dose ou adjuvanté, ce qui pose la question d'une indication préférentielle de ce vaccin dans cette population. La réalisation de tels vaccins serait actuellement hors recommandation, mais peut tout à fait être envisagée. Concernant l'infection Covid-19, il a été dit très récemment, en février 2025, l'intérêt de maintenir une campagne de vaccination biannuelle, donc au printemps et à l'automne, pour les personnes de plus de 80 ans ou immunodéprimées. Ce rappel peut être fait 6 mois après la dernière infection ou injection et 3 mois pour les personnes très immunodéprimées. Pourquoi ces recommandations? Parce qu'il existe une saisonnalité particulière de la Covid-19 qui est différente de la grippe. Donc, on a des petites épidémies, comme vous le voyez sur cet organigramme, très répétées au cours du temps et non pas une grande vague épidémique au moment de l'hiver, ce qui justifie ce rappel au printemps pour couvrir de manière optimale les patients pendant toute la durée de l'année. Et l'autre argument est la persistance de l'efficacité des vaccins disponibles actuellement sur la souche JN1, qui est un soulignage d'Omicron et qui est en train de circuler majoritairement en France actuellement. Concernant le pneumocoque, la nouveauté date de l'année dernière, 2024, avec l'arrivée sur le marché d'un nouveau vaccin antipneumococcique conjugué 20 valences ou PCV20, qui bénéficiait d'une recommandation préférentielle pour la vaccination des immunodéprimés. Le schéma vaccinal est sur la diapo. Donc, pour les personnes qui avaient reçu une dose des vaccins préalablement disponibles, à savoir le PCV13 ou le vaccin polyosidique Pneumovax PPV23, ils doivent bénéficier d'un rattrapage par le PCV20 un an après leur première dose. Pour les patients qui avaient reçu un schéma complet comprenant une dose de PCV13 puis la dose de PPV23, ils pourront bénéficier de la dose de PCV20 5 ans après la primo-vaccination. Pour les personnes jamais vaccinées, il est recommandé de les vacciner préférentiellement avec une dose unique de PCV20. Enfin, pour le zona, il y a également une nouveauté en 2024 avec l'arrivée d'un vaccin recombinant adjuvanté qui a l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché pour la prévention du zona chez les personnes âgées de plus de 18 ans avec un risque accru de zona dont les personnes atteintes de maladies auto-immunes font partie. Ce vaccin s'administre en 2 doses, à savoir une dose initiale et une seconde dose qui peut être administrée entre 1 mois et 8 mois après la prochaine. C'est une grande nouveauté pour les populations d'immunodéprimés puisque les vaccins précédents contre le zona étaient des vaccins vivants, atténués, donc contre-indiqués. Ils vont maintenant pouvoir bénéficier de cette protection vaccinale avec ce vaccin donc recombinant. Donc la contre-indication des vaccins vivants atténués est maintenue dans un très grand nombre de recommandations européennes et internationales. Donc les vaccins concernés sont le vaccin contre la varicelle, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, et contre la fièvre jaune principalement. S'il faut protéger ces patients, comment faire et est-ce que tous les traitements immunosuppresseurs se valent? Donc, les recommandations du Haut Conseil de la santé publique préconisent de vacciner avant l'introduction des traitements immunosuppresseurs, préférentiellement 6 semaines avant le traitement pour la varicelle, 4 semaines pour le ROR et la fièvre jaune. Si ce vaccin ne peuvent pas être administrés avant l'introduction du traitement, il est possible de les administrer chez les patients qui reçoivent une corticothérapie à faible dose, donc 10 mg d'équivalent prédnisone, depuis moins de 2 semaines.
D'où viennent ces données et pourquoi ces recommandations? Des travaux très anciens qui est présenté ici. Donc c'est un travail de 1989, une méta-analyse qui incluait les patients adultes avec des pathologies inflammatoires variées et qui évaluait le surrisque de maladies infectieuses et de maladies infectieuses mortelles chez des patients traités par corticoïdes, avec des différences sur la dose journalière, la durée du traitement et la dose cumulée. Et ce qui était mis en évidence, c'est une augmentation du risque de maladies infectieuses à partir d'une dose de 20 mg par jour, quelle que soit la durée de traitement, et une dose cumulée d'au moins 1000 mg. Donc si on calcule, cela correspond à peu près à la dose de 10 mg journalière pendant 2 semaines, sachant que cette dose n'est pas consensuelle au niveau international, puisque les Américains et les Anglais ont mis un seuil à 20 mg par jour. Qu'en est-il du coup pour d'autres traitements? Les Américains ont défini dans leurs recommandations un statut d'immunodépression relative, à savoir des patients traités par méthotrexate moins de 0,4 mg kg semaine ou d'azatioprine Immurel moins de 3 mg kg par jour pour envisager la vaccination contre la varicelle. Il y a des case reports, donc de faibles niveaux de preuve, de patients traités par méthotrexate, anti-TNF ou corticoïdes qui avaient reçu par inadvertance un vaccin ROR sans complications immunologiques ou infectieuses. Et nos collègues brésiliens, à la faveur d'une grosse épidémie de fièvre jaune dans leur pays, ont dû se poser la question d'une vaccination à grande échelle et donc de vacciner des populations d'immunodéprimés. Je vous ai mis la référence sur la diapo et globalement, leur conclusion était que sur un niveau d'immunodépression qualifié de faible et correspondant au méthotrexate, moins de 0,4 mg kg par semaine, il pouvait être envisagé le vaccin fièvre jaune après une évaluation de la balance bénéfice-risque. Je rappelle que cela avait été fait en période de grosse épidémie de fièvre jaune. Donc, si le traitement immunodépresseur est arrêté pour pouvoir vacciner, il faut attendre environ 3 mois et 6 mois pour les anti-CD20, à savoir le rituximab. Je rappelle que en France et en Europe, il existe une contre-indication absolue à la réalisation de ces vaccins, quel que soit le traitement. Et donc, l'administration de ces vaccins serait hors clou et nécessiterait un avis spécialisé. Donc, pourquoi des indications supplémentaires pour les patients souffrant de maladies inflammatoires ou immunitaires et traités par immunosuppresseurs? La première raison, c'est que ces patients sont à sur-risque de présenter des maladies infectieuses à prévention vaccinale. Donc, dans ce travail, qui est une analyse de la littérature sur une durée de 10 ans, qui a inclus des patients avec des maladies inflammatoires et à regarder l'incidence des maladies à prévention vaccinale. Vous avez en bleu l'incidence de grippe et en gris l'incidence de pneumocoque. Et ce qu'on peut observer, c'est que ce soit pour la grippe ou pour le pneumocoque, les patients avec ces maladies inflammatoires, donc articulaires ou vascularites, ont observé un surrisque de grippe et d'infection à pneumocoque. C'est donc des patients particulièrement à risque de ces infections. Ces résultats sont concordants pour une autre maladie infectieuse qui est le zona, avec le même travail qui fait une méta-analyse de la littérature et qui retrouve des odds ratios très élevés avec un surrisque de zona chez les patients avec des maladies inflammatoires ou auto-immunes. Ils sont donc particulièrement à risque et nécessitent d'être vaccinés. Un autre argument est que ces patients sont à risque de faire une maladie plus grave. Là est présenté sur la diapo un travail réalisé après la première vague de Covid qui reprend les caractéristiques des patients avec le surrisque de faire un Covid grave en fonction de la première vague épidémique, la deuxième, la troisième, avec le glissement des variants de SARS-CoV-2. Et ce que l'on peut observer, c'est que chez les patients avec ces maladies, l'accumulation des facteurs de risque est énorme pour évoluer vers une maladie grave, que la dose de corticoïdes a un rôle également très important et que l'activité de la maladie inflammatoire a un rôle important. Donc, les patients avec ces maladies actives sous corticoïdes qui cumulent les facteurs de risque font des maladies, un SARS-CoV-2 beaucoup plus grave que les autres.
Donc, malgré ces surrisques évidents, les couvertures vaccinales restent très faibles dans cette population. Donc là, vous avez présenté un travail qui a été publié en 2022, qui est français et qui correspond à un partenariat entre le laboratoire Pfizer et les données de la sécurité sociale pour évaluer les taux de couverture vaccinale, pneumocoque ou grippe chez des patients qui ont des indications. Et donc, si on regarde la première ligne qui correspond aux patients sous immunosuppresseurs et biothérapie, on voit que les couvertures vaccinales sont difficilement entre 25 et 35% pour ces deux maladies. Donc, nous sommes face à des patients particulièrement à risque et très peu vaccinés. Ces résultats sont concordants avec les autres données internationales. En France, on observe spécifiquement dans une population de patients avec des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes des couvertures vaccinales grippe et pneumocoque entre 30 et 60%. Donc, comment faire pour vacciner mieux ces patients? Donc, quels sont les facteurs qui sont associés à une meilleure couverture vaccinale? Dans ce travail qui reprend des patients adultes immunodéprimés, en majorité avec des maladies auto-immunes, on observe que les facteurs associés avec une meilleure couverture vaccinale sont l'âge supérieur à 65 ans, avec derrière l'idée probablement que l'accumulation des comorbidités dont l'âge fait partie augmente le ressenti du risque infectieux et donc l'indication vaccinale, que ces patients étaient mieux vaccinés si le médecin spécialiste prenait en charge la vaccination. C'est un résultat qui était retrouvé pour la grippe et que bien sûr les patients qui avaient une vision favorable de la vaccination et un haut niveau d'études étaient plus facilement vaccinés que les autres. Donc, quels peuvent être les freins des professionnels de santé, spécialistes ou généralistes, à vacciner les patients? Le premier, c'est l'impact que pourrait avoir la vaccination sur la maladie sous-jacente et le risque de développer une poussée. Quand on reprend les données de la littérature, on se rend compte que cette idée est sous-tendue notamment par des case reports avec un faible niveau de preuve. Quand on s'intéresse à des données un petit peu plus solides, comme celle présentée ici, qui correspond à une étude rétrospective sur données, qui a inclus des données anonymisées à partir de plus de 15 millions de personnes anglaises hospitalisées dans 700 hôpitaux différents, ils ont regardé pour des patients atteints de maladies inflammatoires la survenue d'événements cliniques d'intérêt, à savoir des douleurs articulaires, de la fièvre, une poussée de vascularite ou une prescription de corticoïdes sur une durée de 10 ans en fonction de si oui ou non ils avaient été vaccinés. La force de cette étude, c'est que le patient est son propre témoin et que la survenue de ces événements a été rapportée à la période de vaccination pour essayer de mettre en évidence des poussées de maladies inflammatoires après la vaccination. Et donc, quels sont les résultats de ce travail? C'est qu'il n'y a pas de signal de sécurité sur l'utilisation des vaccins, avec pas de surrisque d'utilisation de corticostéroïdes, de poussée de polyarthrite rhumatoïde, de vascularite ou de fièvre dans les 3 mois qui suivent un vaccin. Et ce qui était un petit peu interpellant, c'est qu'il y a même un signal positif avec une tendance à la diminution du risque de douleurs articulaires, voire de fièvre, dans la suite des vaccinations. Donc, si on veut synthétiser la littérature, il y a maintenant un certain nombre de données cliniques et de revues qui mettent en évidence que le risque de poussée est théorique, avec une littérature qui comprend principalement des cas cliniques, que dès qu'on fait des essais de plus forte méthodologie, les résultats sont plutôt rassurants, avec quand même les questions derrière de est-ce que les effectifs étaient suffisants, est-ce qu'il peut exister des fenêtres de susceptibilité. Je rappelle que le risque zéro est malheureusement non démontrable, que le risque de poussée ne peut pas être éliminé, mais qu'il est probablement plus important après une maladie infectieuse qu'après une vaccination. Et donc, ça pourrait être un argument pour vacciner ces patients. Deuxième question importante pour vacciner ces patients, quel est l'impact des traitements sur la réponse vaccinale? Est-ce que le fait d'avoir une maladie dysimmunitaire ou d'avoir un traitement immunosuppresseur, ça fait qu'on répond moins bien au vaccin? Donc c'est une question qui est très complexe et traitée de manière assez exhaustive dans la littérature, puisqu'il y a probablement autant de réponses que de traitements, que de maladies, que de patients, puisque chaque patient a une individualité avec un âge, une maladie, un traitement, un type de vaccin, etc. Donc, si on essaye de résumer, l'efficacité vaccinale, elle est démontrée dans des essais vaccinaux qui excluent généralement les immunodéprimés, mais les vaccins sont efficaces dans des populations d'immunocompétents. Ces essais sont faits sur un grand nombre de patients avec un critère de jugement clinique. Les immunodéprimés qui sont systématiquement exclus sont étudiés par des études d'immunogénicité ou des données académiques de cohorte.
Cela nécessite d'avoir à disposition des outils immunologiques d'évaluation de la réponse immunitaire induite par le vaccin et que ces outils immunologiques évaluent bien un corrélat de protection, c'est-à-dire que on étudie une variable immunologique qui est bien corrélée à la protection contre la maladie. Ces données sont malheureusement rarement remplies, ce qui fait qu'on a assez peu de moyens d'évaluer l'immunogénicité des vaccins. Néanmoins, sur ce qui peut être fait, quand on regarde, par exemple, après une vaccination SARS-CoV-2, on montre effectivement un impact des traitements sur la réponse vaccinale qui est diminué mais non nul et qui est très hétérogène d'un traitement à l'autre. Donc là, dans ce travail, on montrait une moins bonne immunogénicité du vaccin anti-SARS-CoV-2 chez des patients qui étaient traités par mycophénolate, tacrolimus ou rituximab, mais avec des immunogénicités qui étaient conservées pour d'autres biomédicaments comme les anti-TNF par exemple. Enfin, pour le traitement par corticoïdes, il y a une revue très récente dans la littérature qui s'est intéressée à la dose de corticoïdes qui avait un impact sur la réponse vaccinale. Et la conclusion de ce travail, c'était que en dessous de 7 mg par jour, il n'y avait pas d'impact de la corticothérapie sur la réponse vaccinale, que les résultats étaient moins concluant entre 7 et 20 mg par jour et qu'à partir de 20 mg par jour, on observait une diminution franche de la réponse vaccinale, ce qui laisse à penser qu'il faut plutôt vacciner les patients pendant une période calme de la maladie sous-jacente avec une dose de corticostéroïdes qui est la plus faible possible. Donc pour conclure, la question des vaccinations doit être abordée dès la consultation d'annonce de la maladie inflammatoire ou auto-immune pour anticiper au maximum la mise à jour vaccinale. Cette consultation d'annonce doit s'attacher à recueillir, à donner des informations aux patients sur le bénéfice de la vaccination dans le contexte de maladie auto-immune, en donnant une information rassurante mais juste sur le risque de pousser et en collectant les antécédents vaccinaux, comprenant notamment le nombre d'injections ROR et la date du dernier rappel tétanique, la notion de varicelle dans l'enfance à compléter par une sérologie au moindre doute et la volonté de voyager au cours de sa vie puisque la vaccination fièvre jaune ne pourra pas être réalisée en cas d'immunosuppresseur. Il faut remettre un carnet vaccinal de l'adulte pour assurer la traçabilité et que les spécialistes se saisissent de la question des vaccinations. Si le traitement immunosuppresseur peut être décalé, il faut vacciner le plus rapidement possible avant la mise en route du traitement en privilégiant d'abord les vaccins vivants atténués qui seront contre-indiqués par la suite. Si l'introduction de l'immunosuppresseur ne peut pas être décalée, il faut vacciner avec des vaccins inertes et informer les patients s'ils sont à risque de maladies contagieuses de type varicelle ou rougeole, de consulter rapidement leur spécialiste pour bénéficier d'immunoprophylaxie passive en cas de contagion. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi la webconférence de la filière aujourd'hui.